Re-YouTube. Alors, on a terminé de rechercher. On a terminé de remettre d'équerre la recherche de revendication. Ça c'est cool, ça fait le café. Donc là, quand on commence à chercher un truc, on a une petite tempo, ça lance la recherche. Quand ça trouve rien, ça trouve rien. Je reviens en arrière. Là, ça retrouve rien. Je reviens en arrière. Hop. Toujours la petite tempo qui est parfait pour vérifier qu'on ne veut pas retaper un truc pour éviter de lancer de la recherche à chaque fois qu'on change quelque chose dans le champ de recherche. Donc ça, c'est pas mal. On verra si la tempo à 1 seconde, c'est suffisant ou si on met un petit peu plus. À voir. En tout cas, ça fait le café. Et puis toujours quand on clique sur la revendication, ça marche et tout. C'est parfait. Et puis là, on a une nouvelle recherche à chaque fois qu'on revient sur le menu de recherche. Perso, ça le fait. On verra plus tard si on veut faire autrement. Mais là, ça fait le café. Donc on va passer sur la déclaration de revendication. Alors le comportement sur la déclaration de revendication, c'est un peu chelou. On arrive toujours sur la page, hein, on peut toujours naviguer dessus. Mais par contre, quand on veut revendiquer quelque chose, là, quand on fait déclare, normalement, on a la déclaration qui se lance. Et normalement, quand la déclaration est en cours de déclaration, on nous envoie sur la page de la revendication cible avec les données, avec les prédonnées en fait, les données qu'on a définies lors de la déclaration. C'est-à-dire qu'on va arriver sur la page de déclaration et on a la déclaration qui est en cours pour nous dire si ça va le faire ou pas. Et là, là on a un problème. Là on a un problème parce que quand on a le goto qui se fait, ça nous fait un 404 en fait. Donc ça nous dit que c'est pas trouvé. Donc ça veut dire qu'on a un pépin au niveau de cette vue-là. Alors déjà, je ferme tout ce qui ne nous concerne pas. On va pas garder ce qui nous intéresse pas. Donc ça se passe toujours au niveau des composants svelte et tout ça. Donc pareil, on part de la vue. Les vues sont là. Les vues sont là. D'ailleurs, les vues, ouais, non, j'ai fait un dossier composant et un dossier vue. D'ailleurs, à un moment, il va falloir que je fasse un gros ménage parce que j'ai beaucoup de dossiers racines en fait dans client. C'est un peu le bordel. Donc, à un moment, il va peut-être falloir que je fasse un petit triage qui va bien de tout ça. Euh, donc, la vue, j'ai du declare claim view. Voilà. Donc, j'ai un main, j'ai un footer. Le main, grosso modo, il a que le new claim form. Avant, je faisais du goto à cet endroit-là, mais en fait, le goto est géré par le use case maintenant. C'est-à-dire le fait que ça, quand on a un use case qui nous dit qu'à un moment, ça va naviguer quelque part, c'est au niveau du use case que ça se passe. Donc, pour moi, c'est OK. Je les ai juste gardés là. J'ai juste gardé l'ancien code pour m'en inspirer s'il y a besoin. Je ferai le nettoyage après. Et après, donc, on a le formulaire. Donc, le formulaire, grosso modo, on a un formulaire en fait où on fournit, si je reviens en arrière, voilà. On a un formulaire qui contient grosso modo un champ de type new claim title input. Donc grosso modo, c'est un champ où on peut renseigner un titre. On peut renseigner un titre assez long, on va dire, pour expliquer vraiment notre revendication. Hein, si on veut que ça fasse un monologue de 10 pages, allons-y. Et on a le claim type avec pour le moment qu'un seul choix, mais demain on aura le choix revendication à choix multiples. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il y a l'atelier UI que j'ai fait dans les premières journées du développement de Bangarang, journée 3, 4 ou 5, je sais plus, où j'ai fait les ateliers UI pour expliquer pourquoi on va avoir deux types de revendications et tout ça. Grosso modo, les revendications simples, c'est les premières que je fais, on dit juste qu'on est pour ou on est contre. Voilà, c'est basique. Et les revendications multiples, grosso modo, on va pouvoir proposer plusieurs choix.
et on va pouvoir sélectionner notre, comment dire, l'ordre des choix qui nous plaît le plus et les choix qui nous plaisent le moins. Et au début, je voulais faire une méthode de calcul sur le choix qui a le plus de votes pour. Et je me dis que c'est peut-être pas le plus adapté. On va peut-être utiliser la méthode de Condorcet pour le triage. Et grosso modo, c'est de prendre le choix où tout le monde a. Grosso modo, c'est le choix de moins pire. Enfin, c'est une espèce de. C'est vraiment un aspect démocratique, c'est-à-dire on compare chaque proposition une à une et on vérifie laquelle le remporte le plus en fait par rapport aux autres. C'est un truc un peu comme ça. Pour ceux qui veulent plus d'infos, renseignez-vous sur la méthode de Condorcet. Il y a des vidéos sur YouTube sur le sujet où les mecs, des mathématiciens et tout ça, ils font un peu une démo de la méthode de Condorcet. Je trouve que c'est assez intéressant quand on a des choix multiples, plutôt que d'avoir le choix majoritaire. Le choix majoritaire, ça prend pas en compte ceux qui sont contre ce choix-là, en fait. Donc l'idée, c'est que la méthode de Condorcet, je trouve beaucoup plus démocratique qu'un choix majoritaire. À creuser. À creuser, c'est pas le sujet. Et grosso modo, là, donc, ça marche. Et en fait, on a un bouton unsubmit. Donc, normalement, j'ai un bouton quand je commence à taper, là. Si jamais mon claim title n'est pas rempli, en fait, le bouton de submit, en fait, n'est pas présent. Et grosso, j'ai un submit button qui est ici. Et le submit button, grosso modo, c'est juste le DOM. Le DOM qui va bien, donc c'est un input de type submit qui va normalement enclencher normalement ce qui se passe côté formulaire. Donc grosso modo sur le formulaire on submit, je fais un prevent default pour dire qu'il ne fasse pas ce qu'il a l'habitude de faire, qu'il fasse pas un appel API ou ce genre de truc. Et grosso modo à la place, il va faire la fonction declare new claim. Et la fonction declare new claim fait juste l'appel à declaring claim. Et declaring claim, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer le claim title pour le moment, qui lui est transmis donc à partir du formulaire. Hein, le declare new claim, il prend le claim title. Le claim title est updaté, puisqu'il y a un binding de valeur sur le champ qui est fourni ici. Donc ça, normalement, c'est OK, hein, ça transmet. On peut faire même un test. Là, par exemple, je peux faire un console log du claim to declare pour bien vérifier que grosso modo, la revendication, là, quand je l'exécute, en fait, j'ai bien le log. Alors, par contre, là, oui, vu que ça me fait changer de page, en fait, j'ai le précédent log qui disparaît, mais grosso modo, on l'a vu. Hein. Si je le refais, là, je fais un déclare, on la voit ici. Enfin, on a vu le log ici avec la revendication qui s'est faite. Mais vu que là, en fait, ça nous fait un goto, donc ça nous force un changement de page, ça utilise le routage Sapper pour changer la page tout en conservant le state, on va dire, de l'application courante. En fait, c'est en mode SPA, hein, c'est pas un vrai. C'est pas comme un href ou ce genre de truc, hein, c'est le goto Sapper, donc c'est un routage interne dans l'application, dans le SPA qui va nous faire changer de vue, grosso modo, changer de page et changer de vue. Ça, on voit que ça marche bien. On voit qu'on rentre bien là-dedans et qu'on exécute, grosso modo, le use case. Et là, par contre, on a le declaring claim. Et par contre, au niveau du declaring claim, le use case de déclaration de la revendication, ce que je fais, c'est que je dis que j'exécute. Ce que je fais au niveau de... je vois pas ce que je filme, mais pour être sûr que vous voyez bien ce que je veux vous montrer. Ça, on est là. On a je définis la notification, c'est-à-dire j'enclenche la notification comme quoi je veux exécuter le use case. Et dans 500 millisecondes après, j'exécute le use case. Et l'exécution du use case, normalement, il fait plusieurs choses.
À savoir que quand si la revendication n'existe pas, dans ce cas-là, il va faire un save claim, puis il va notifier comme quoi il a fait la notification avec succès. Et après, à la fin, je vérifie. Et après, grosso modo, il va vers la notification. Mais pour vérifier que tout se passe bien, et là on voit on a le goto qui a l'air de s'être fait et on a l'ID de la revendication qui est OK. Je pense que c'est la vue. C'est la vue de la revendication courante qui doit déconner, en fait, pour accéder à la revendication par son titre. Donc, si on a un 404 not found. Ah, c'est oui, d'accord. En fait, je vois ce que c'est. Je vois où est le problème, c'est l'URL qui est pas bonne, en fait. L'URL qui est pas bonne, il faut que j'utilise le claim préfixe au niveau du use case. Parce que. Mais je vais péter un peu ma business logic, c'est parce que dans ma business logic, j'ai pas pris en compte le préfixe. Parce que je rappelle au niveau de mes routes, si je reviens en arrière, les routes pour accéder à mes revendications, si je reviens sur le menu principal, que je recherche une revendication, c'est pas localhost slash claim 6, c'est localhost slash claims slash claim 6, claim 6. Et là, en fait, il essayait de faire un localhost slash claim ID au lieu de faire un localhost slash claims slash claim ID. En fait. Donc c'est l'implémentation de mon goto qui fait de la merde. Alors par contre, ce que je peux faire pour pas toucher à ma business logique, parce que ça c'est de l'implémentation technique, je peux aller directement dans mon Bangarang User Interface Interactor Svelte. Je suis pas obligé de toucher à la business logic pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller au niveau de mon adapteur. J'ai créé un Svelte Bangerang User Interface Interactor. Ah oui, et là, j'ai View Name. C'est vrai que lui, il est vraiment basique, en fait. Je dis pas que je vais... Oui, c'est une constante pour mon pass, en fait. J'ai créé une constante à un endroit... euh, je sais même plus... je crois que c'est dans Navigation. Dans Navigation, j'ai créé un link préfixe. Tu vois, j'ai fait une constante de ligne préfixe qui contient claim link préfixe. En fait. Donc ça, il faut juste que je le fournisse à ma business logic. Parce qu'il y a des fois où mes use cases vont me demander de faire un go-to vers un autre chemin qui n'a rien à voir avec les revendications. Donc c'est limite, il faudrait que... Ou alors je crée différentes méthodes. En fait, je vais faire un go to claim ou go to avec le claim ID en entrée, ou alors je fais un go to welcome page, go to machin. Là, j'ai fait un go to limite un go to. C'était quoi? C'était un view name. Je sais même plus comment je l'ai appelé. Comment je l'ai appelé dans ma. Si je prends le user Svelte. Svelte Bangerang User Interface, là c'est un go-to-view en fait. Donc c'est limite, je devrais pas mettre view name, c'est plutôt l'URL. C'est un go-to URL ou quelque chose comme ça. Il y a sûrement un problème de nommage là-dessus. D'ailleurs, je vais le faire maintenant parce que sinon je vais me... C'est pas assez explicite, justement. Donc on va le faire tout de suite. Euh... T'es où? C'est au niveau du user. C'est dans la business logic user. De toute façon, dès que je touche à la dès que je touche un chouïa à la business logic, je relance mes tests d'acceptation à la fin pour vérifier que j'ai pas tout pété. Donc là, au lieu de l'appeler GoToView, je fais un rename et je vais l'appeler GoToURL. Ah non, je voulais faire GoToView dans le sens où... Hmm. En fait, le GoToView, le but, c'est que ce soit indépendant de la technologie. Si je mets URL, ça veut dire qu'on a un client web. C'est pour ça que j'avais utilisé GoToView, en fait. C'est la vue au sens vraiment interface, au sens large, parce que demain, si je veux faire un client lourd, il n'y a pas d'URL dans un client lourd, enfin, pas forcément. Donc, l'idée, c'est d'avoir des adapteurs qui sont indépendants enfin, de la business logic, qui sont indépendants de la technique. Donc, en fait, on ne va pas renommer. C'est vraiment dans l'implémentation de mon adapteur. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un.
À quel endroit j'utilise GoToView en fait. Je vais sûrement créer un double truc. J'ai un GoToView claim et là voilà, il y a un moment je fais un sign-in menu. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer les deux choses en fait. Lui il va faire un GoTo sign-in menu. On va être beaucoup plus explicite en fait en termes de comportement métier. Sign-in menu. Je vais l'appeler comme ça et on va l'implémenter au niveau de. Et je vais pas mettre, parce que ça c'est l'implémentation. Donc je le mets pas. Ça va être dans l'adapteur en fait. Donc je vais déclarer la méthode au niveau de mon interface. Et lui, et l'autre GoToView, le GoToView, il n'y en a plus qu'un seul maintenant. Et par contre, je vais le renommer, ce GoToView, je vais l'appeler GoToClaim. En fait. Et il prend le claim ID qui va bien. Il prend le claim ID qui va bien. Donc par contre, ça gueule dans tous les sens. Là, ça y est, ça commence à foutre le bordel. J'ai des problèmes de compilation, machin. Donc là, le GoToClaim, il gueule parce que forcément, il manque une implème. Donc là, le sign-in menu, maintenant, je peux faire ici. Normalement, on est censé avoir un GoTo. Et là, normalement, j'ai... qu'est-ce que j'avais mis? Il faut que je reprenne ce que j'ai modifié au niveau du user. Là, c'était à cet endroit-là, je crois. Ouais, c'est static view sign-in menu, en fait. Ça, je le pique. Et là, je mets static view, je l'importe. Voilà, ça, c'est de l'implème. C'est des informations d'implème. Et par contre... si je reviens là. Donc là, je résous juste mes problèmes de compilation, hein. Je vois que s'il manque des choses au niveau des interfaces, donc très très bien. Et là, il y a mon fake, et lui, c'est pareil, en fait. Il faut juste que je fasse un this current view égal. Et là, c'est pareil, il faut que je remets mon static view, en fait. Mon static view débile. Et là, par contre, la seule chose qui va me rester, à cet endroit-là. Alors ça, c'est normal hein, que ça déconne le claim 6. Là, c'est parce qu'il y a toujours le problème de SSR. Hein. C'est pas ça qu'il faut qu'on teste. Nous, ce qu'il faut qu'on teste, c'est le declare new claim. Là, ça marche toujours pas. Si je commence à déclarer, là, ça marche pas parce que j'ai toujours pas mis le préfixe. Donc, je vais le rajouter dans mon implémentation de prod cette fois-ci. Là, je résous tous mes problèmes. J'ai plus de problème de compilation nulle part. Hein. Donc, tout fonctionne. Par contre, c'est au niveau de mon implémentation de prod, au niveau de mon c'est quoi? Ah, j'ai pas dit que c'était un. J'ai pas dit que c'était un void. J'ai oublié le typage au niveau de ça. C'est OK. Et par contre, alors ça, c'est mon interface. Ça, c'est mon interface, c'est OK. Euh, Par contre, ce que je veux, euh, c'est au niveau de mes URL préfixes, là. Donc, c'est au niveau de mon implémentation, mon Svelte Bangarang User Interactor, là, en fait. Le GoToClaim, là, normalement, c'est plus ViewName, c'est Claim ID, d'ailleurs. Donc, il faut que je fasse un petit renommage ici. C'est un GoToClaim, et ici, pour m'aider, il faut que je mette le Claim ID. Je m'attends à avoir le Claim ID à cet endroit-là. Je fais les renommages hein, pour Claim ID. Et là, au niveau du Svelte, GoToClaim. Claim ID. Et là, en fait, il faut juste que je rajoute mon préfixe. Donc, normalement, j'ai un claim. Ah non, j'ai un link préfixe. Point. Claim link préfixe. Et là, je fais un plus claim ID. Et là, normalement, ça devrait faire le café. Ouais, pas de souci, mais au mec, hein, au plaisir. Et de toute façon, tu viens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. C'est un plaisir que tu viens, en tout cas. Moi, j'adore tes questions, j'adore tes réflexions. Aucun problème. Tu viens quand tu veux. Et bon courage avec les petits monstres. Avec plaisir. Vraiment. Ça me plaît. Ça me plaît que tu participes.
Ok. Et donc là, j'ai résolu mon merdier. J'arrive bien sur la revendication créée. Donc en fait, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Ça te donne envie de faire des crêpes, tout ça? Tu fais bien. Tu fais bien. Moi, ce week-end, c'est barbecue. On a lancé le premier barbecue le week-end dernier. Ma femme était comme un ouf sur les brochettes de poulet. Donc là, ça y est, c'est parti. Il fait beau en plus. Là, c'est le barbecue ce week-end. Avec du calva, avec, avec du cognac et tout. Ça va bien le faire. Ah, nous, ça va, en Charente-Maritime, il fait plutôt beau. Il fait un peu frais, mais bon, on mange à l'intérieur, hein, mais le barbecue, il est juste devant, il est juste devant la fenêtre coulissante. Nickel. Nickel. Le petit barbecue en chaussons. Parfait. Mais non, bah, je te laisse. Je te laisse. Et puis, bah, repasse quand tu veux. Repasse quand tu veux, avec plaisir. Et puis, si je te revois pas aujourd'hui, passe un très bon week-end, surtout. Allez, je continue sur ma lancée parce que là, en fait, on est pas mal. Donc, j'ai la déclaration de ma revendication qui apparaît bien. Donc, ça fait le taf. Et ce que je veux, c'est grosso modo, ce que je veux, c'est bah, que. Alors là, ça me demande de. Si je veux revendiquer dessus, ça me demande de m'authentifier. Ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Je reviens sur la revendication. J'ai toujours mon alerte de merde là, mais j'ai toujours sur ma nouvelle revendication, donc ça, c'est top. Et là, je peux revendiquer. Le chiffre est augmenté. Tout est augmenté, donc j'ai bien revendiqué une fois. Il y a 100% des gens qui sont contre parce que j'ai dit que j'étais contre. Quand je dis que je veux changer d'avis, ça bascule les 100% de l'autre côté. Je reste toujours à 1. Je peux toujours partager la revendication. Par contre, quand je vais copier le claim ID, ça va recharger tout mon fake. Donc toutes mes données vont être effacées. Donc la revendication que j'ai créée n'existera plus puisqu'il n'y a toujours pas de persistance. Il n'y a pas de serveur qui stocke les revendications. Tout est chargé en mémoire au chargement du DOM quand je rafraîchis le site. Ça, c'est normal, c'est la démo en l'état. Mais par contre, là, ça marche nickel. Et si je veux la rechercher, donc elle contient SDF dans le champ de recherche, si je mets SDF, je peux la récupérer, je peux naviguer dessus. Ça marche nickel. On est trop fort. Si je fais un SDF majuscule, normalement, comme je disais, j'ai mon champ de recherche est normalement beaucoup plus efficient que les fois d'avant, puisque maintenant j'ai de la business logique. J'avais fait un moteur de récupération, j'ai fait des use cases sur la récupération et la recherche de revendications. Donc si je fais un SDF en majuscule, ça me récupère quand même SDF qui contient des minuscules. Donc là maintenant, comparé, j'ai un pote, un ancien collègue pote qui m'a fait la remontée comme quoi j'étais comment dire, j'étais case sensitive sur mes recherches. Maintenant, c'est plus le cas parce que j'ai fait un use case de recherche de revendication qui prend en compte le fait qu'il y aura des revendications avec des mots en majuscule, en minuscule. Et donc, peu importe qu'on tape en majuscule ou en minuscule, si on contient le mot, on va les récupérer. Et donc, ça, c'est top. Ça, c'est top. Par exemple, là, si je prends l'actualité, on se fait un petit test d'actualité, là. Actualité. Qu'est-ce qu'on a? Google Actualité. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Euh, ouais. Tiens, un truc totalement. Enfin, un truc où on peut dire on est pour ou on est contre, hein. Parce qu'il y avait des trucs, c'était des faits. C'était des faits. Mais ça dit pas que ça pose des problèmes. En fait, c'est juste des faits. Il se passe des trucs. Mais là, par exemple, il y a un truc. Je partage, hein, voilà. Je m'en fous du parti politique, hein, c'est même pas le sujet. Je vais pas commencer à rentrer dans de la politique, mais à un moment, quand tu fais de la démocratie directe, tu fais de la politique. Donc,
faut bien choisir un truc. Donc là, présidentielle 2022, la candidature de Xavier Bertrand sème la zizanie chez les Républicains. Ok. Donc par exemple, on veut créer une revendication dans ce délire. Donc hop, je copie-colle. Donc là, par exemple, je peux faire Xavier Bertrand. Président du parti Les Républicains. Point d'interrogation. Voilà. Je déclare. Voilà. Donc là, j'ai la revendication qui est là. Allez, je dis je suis pour. On s'en fout. Hein. Enfin, voilà, je dis je suis pour, je dis je suis contre. Prenez pas mon choix comme mes aspirations politiques, c'est pour l'exemple. Hein. On se détend. Tac. Ensuite, je reviens sur le menu principal et je ne sais pas ce que j'ai comme revendication. Imaginons que je suis une autre personne, il y a quelqu'un d'autre qui a fait la revendication que je viens de faire. Donc, par exemple, si je cherche les Républicains, par exemple, j'ai mis un peu de la merde. Tu vois, j'ai même fait des fautes d'orthographe, machin. J'avais fait des tests un peu comme ça. Et donc, bah, vu qu'il y a il y a au moins les qui appartient dans les Républicains, bah, là, ça me l'a trouvé. Xavier Bertrand, président du parti Les Républicains, et ça me l'a mis tout en haut en plus. Ok, sympa. Si je mets Bertrand, je cherche Bertrand, en minuscule. Bertrand, comme ça. Hop, ça me la trouve. Si je mets Berthe, je mets juste Berthe, Bertie. Et Bertie, ça trouve? Bertie, il n'a pas trouvé. Par contre, si je mets Berthe, Xavier Bertrand, président du parti Les Républicains. Donc ça, c'est cool. Ça, on voit bien que la revendication a été bien déclarée, et on voit bien on a bien la possibilité de la rechercher. Et quand on va dessus, c'est bien, ça se rappelle que j'ai bien, quand je l'ai déclaré, ça se rappelle que j'ai revendiqué en même temps dessus. Donc comme ça, si je veux changer d'avis, machin, c'est top. Ça fait le café. C'est super. Par contre, on va tester le use case où... alors, je copie. Je peux pas faire ça. C'est con, je l'ai pas copié-collé. Alors, je bascule, je passe je suis plus en mobile, je suis en vue PC, là. Ça, je peux copier-coller, parce que, normalement, j'avais fait une vérification, si jamais j'avais le même titre, je pouvais pas déclarer. Je pouvais pas en avoir en double, en fait. Donc là, je fais une nouvelle revendication, et je mets le même titre. Exactement le même. Je déclare. Ça montre que j'ai déjà revendiqué dessus. Donc normalement, si je retourne dans le champ de recherche, si je vais dans le champ de recherche, que je mets Berthe, j'en ai toujours qu'une seule. Donc ça c'est cool parce que j'avais fait la business logic qui dit que voilà, si j'ai mis le même titre uppercase, hein, donc le même titre, donc pas case sensitive, ça c'était important pour moi. Grosso modo, c'est la même revendication. Voilà, vraiment c'est exactement la même au mot près, on va pas s'amuser à la recréer, quoi. Vu que c'est la même idée. Donc ça c'est top. Par contre, le truc que j'ai vu, c'est que quand je déclare, j'ai pas la notification sur l'état de ma revendication, de ma déclaration. Donc là, quand je suis dessus, là, voilà, j'arrive directement j'arrive directement dessus. Et normalement, j'avais fait un truc. Alors c'est au niveau de ma business logique, là, il faudrait que je voie si je peux pas faire autrement. Ou alors il faut que je mette le système de notification. Parce que là, quand je fais le déclar, en fait, j'ai pas la notif que ça s'est bien passé ou que ça s'est mal passé et pourquoi. Dire que ça existe déjà. Et ça aurait été bien d'avoir la notification en bas, en fait, s'il y en avait. Donc, ce que je voudrais faire, c'est donc au niveau des revendications. Donc, au niveau de la vue revendication.
tac. Donc, la logique, elle dégage, les ports, enfin, tout ce merdier là, ça dégage. On est bon. La business logic, elle n'est pas impactée. Je me souviens plus si j'ai testé la business logic. Je le fais quand même. Il y a tout qui marche. On est bien. Je vais bientôt m'arrêter, hein. Là, je sais pas combien de temps il reste. Là. On a fait une demi-heure. Je vais essayer de faire une petite heure, hein. Je vais essayer de m'arrêter vers midi et quart. L'idée, c'est que je termine cette histoire d'affichage de notifications et quand c'est fini, je vais aller becter et puis on reprendra cet après-midi pour terminer. Parce qu'il reste encore le SSR sur la récupération des revendications qui déconne. On va s'en occuper de ce truc-là. Tac, 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 tac. C'était quoi que je voulais? Oui, donc c'était au niveau du claim. Au niveau du claim, là, quand je suis sur alors là, je suis sur il faut que j'aille au niveau de la claim view. Et donc là, au niveau de la claim view, je récupère mon claim contract. Donc ça je récupère ma revendication qui est fournie normalement, qui est fournie tout en haut. Hop. C'est fourni en entrée en fait. Donc c'est fourni au niveau de ma page claim ID parce qu'il y a le SSR qui va récupérer ou pas. Je sais que là ça déconne à moitié, mais en tout cas, sans le SSR, quand je me balade en mode SPA, ça fonctionne. Ça fait le taf. Donc très bien. Par contre, là, ce qu'il faut que je regarde, c'est au niveau de mon claim footer, normalement. Et là, voilà. Donc là, normalement, si j'ai le declaring en exécutant ou en succès, je suis censé afficher. Et là, à la limite, il faudrait peut-être que je mette soit succès, soit erreur. Si j'ai eu un succès ou... oui. Si le statut est en succès ou en failed, dans ce cas-là, je veux montrer le statut. Et pareil pour le claiming user notification, là, c'est pas... Enfin, je le ferai après, mais enfin, je vais le faire maintenant, parce que ça mange pas de pain, maintenant que j'y pense, sinon je vais l'oublier. Grosso modo, c'est quand ça va marcher, et quand ça va pas marcher, je veux afficher la notification. Failed. Voilà. Et donc là, normalement, si on n'est pas trop con, je vais déclarer... Hop, j'ai le petit symbole vert qui me dit que c'était OK. Je reviens sur le menu. Alors, la revendication s'appelle SDF, SDF. J'en déclare une autre avec le même titre. Je déclare. J'ai le message d'erreur en bas, bon, qui apparaît 2 secondes, mais qui me dit que la revendication existe déjà, mais je vais dessus. Parce que si je voulais la créer, si je voulais la déclarer, c'était potentiellement que je voulais aller dessus. Parce que souvent, quand on veut déclarer, juste derrière, on veut revendiquer. Donc, moi, ça me va, c'est bien. C'est un comportement cool. Ça, c'est top. Et puis, on peut toujours... démo. Tac. Tac, back to the claim. Ok. Hop, quick. No, hop, claimed. Claimed. Execute. C'est quoi que je marque? Executing claiming event. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, à part le fait que ce soit mal positionné, c'est pas cool niveau. C'est pas cool niveau graphique, on va dire. Le comportement est top. Le comportement est top et donc j'y suis content. J'y suis content. Et par contre, si j'en crée une autre, un SDSF, mais avec un truc différent, j'ai une nouvelle revendication toujours. Et donc là, au niveau de mon champ de recherche, si je fais SDF, j'en ai bien 2. C'est top, j'en ai pas plus. Si je la reprends à nouveau, la SDFF SSF,
je reviens sur mon menu, je veux la en déclarer à nouveau. Il va me dire, va te faire foutre, elle existe déjà. Super. Et donc j'arrive sur la revendication. Et quand je veux la rechercher à nouveau, j'en ai toujours qu'une, normalement. Enfin, j'ai toujours qu'une avec le SDFFS et l'autre avec un nom plus long qui est vraiment différent. Et bah, c'est bon. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Quand on voit que ça marche, là, ça fait plaisir. Putain, il reste plus que le back-end et puis après, on est bon, quoi. Il reste plus qu'à... Enfin, même pas un back-end. C'est ce que je disais tout à l'heure. Au pire, en fait, ce qu'il me faut, il me faut un fake Bangerang. Alors, il me faut deux choses. Pour qu'on soit prod ready, grosso merdo, il me reste encore trois fakes non, deux fakes à développer. Enfin, deux fakes, deux adapteurs de prod à développer. Il me faut un fake Bangerang, enfin un Bangerang. Attends, hop, je vais aller au niveau de mes ports. Parce que c'est mes ports et mes interacteurs en fait qui comptent. Il me faut un Bangerang Claim Interactor. Donc il faut que j'implémente un truc de prod, grosso modo, avec de la vraie persistance, qui est capable de faire ça. Un claim by ID, un claim by title uppercase, un isClaim exists with title uppercase, et un retrieve claim that contain machin bidule, et un safe claim. Voilà. Il faut que ça fasse ça. Il faut respecter ce contrat. Donc c'est pas compliqué, surtout avec un... Enfin, je peux bosser avec un fichier avec ça. C'est-à-dire que je pourrais faire un appel à une... Je fais appel à une API S3. Donc je trouve un module S3 là pour Node, enfin pour JavaScript, grosso merdo, qui est capable de lire un fichier, parser le JSON qui se trouve dans ce fichier pour faire une simili base de données, machin, et éventuellement, pour que ce soit pas en clair, je l'encrypte un coup avec une clé que je vais stocker là ou que je stocke dans une variable d'environnement, parce que je rappelle, tout ça, c'est stocké sur GitHub, et donc je pourrais créer une variable d'environnement en GitHub secret qui serait balancé lors du build normalement à Svelte. Donc Svelte et votre code en mémoire dans votre navigateur va avoir la donnée, la clé de décryptage. Mais par contre, c'est pas en clair c'est pas en clair dans le code en fait, c'est pas en clair dans le code source. Donc on met un niveau de sécurité pas dégueu, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir l'idée d'aller creuser dans le runtime de la donnée, enfin dans le runtime de la mémoire du navigateur pour aller récupérer la clé S3. Moi, je vais voir au niveau S3 si je peux pas mettre un quota quand même pour pas me mettre à payer 5000 balles parce qu'il y a un mec qui a bombardé les créations de revendications. J'ai pas envie de me mettre à payer 500 balles par jour de S3 sur AWS. Hein, on va se détendre. On va se détendre là-dessus. Mais par contre, voilà, il faut que je regarde si je peux mettre un quota pour rester dans le tiers gratuit. Voilà, et puis le jour où on fait péter le tiers gratuit, l'application va tomber, elle va se péter la gueule, et donc, hein, je sais plus combien c'est le tiers gratuit sur S3, mais c'est un mélange entre la capacité et le nombre de requêtes qu'on fait dessus, je crois. Enfin, je me souviens plus. Mais si S3 me casse les couilles, j'ai ma petite Raspberry, là, je m'achète un petit disque dur à 50 euros, même moins, enfin, une clé USB. J'achète une clé USB que je mets au cul de la Raspberry. Et puis, je fais un petit serveur d'API qui implémente ça, en fait. Et puis, je stocke ça sous format d'un fichier. Au pire, je fais une petite MongoDB, un petit PostgreSQL des familles et tout ça. Le truc qui m'emmerde avec la Raspberry, c'est qu'il faut que je fasse de la CI/CD avec. Ça me fait chier. Ça me fait chier de commencer à mettre la main dans du déploiement et du build de back-end pour juste stocker trois lignes dans un JSON, en fait, pour commencer. Je dis pas que je dis pas que c'est de la techno à terme, mais je dis juste pour commencer, ça casse un peu les couilles. Et au Mima, on en avait parlé un peu hier ou avant-hier, je crois, sur le Discord. Voilà, on n'a pas envie de mettre les doigts là-dedans. Enfin, c'est pas indispensable pour une prod. Et puis c'est pareil, j'ai pas envie de partir tout de suite dans l'IPFS, dans du stockage distribué, etc., etc. Même si ça serait sexe de faire ça tout de suite, mais j'ai pas envie de mettre du temps là-dedans pour le moment. Pour le moment, moi, ce que je veux, c'est avoir une prod rapide, là, un truc qui se règle en une demi-journée ou une journée, voire deux, si vraiment on galère. Et après, je retourne sur mes priorités, à savoir mes priorités, si je reprends le devlog, hein, les priorités suivantes.
Donc une fois que le back-end est frais, donc une fois que j'ai de la persistance, grosso merdo, c'est même pas le back-end c'est même pas la notion de back-end qui compte, c'est de la persistance de données qui compte, et de la persistance de données, non pas locale au client web, mais locale quelque part de manière centralisée pour que tout le monde puisse avoir accès aux revendications qu'on déclare et aux créations de comptes, et etc., etc. Donc au pire, dans le mode démo, je veux dire attention, attention au niveau des mots de passe, mettez pas vos deux mots de passe. Voilà, créer un faux compte, allez-y mollo sur les mots de passe ou ce que vous voulez, quoi. Ce genre de délire. Parce que la sécurité est pas top au début. Et après, ce qu'il faut, voilà, c'est commencer à avoir du langage français parce qu'il y en a plein dans le monde. Je diffuse dans le monde du développeur. Ça, je le fais dans le monde dans mon monde professionnel, mon monde personnel, les développeurs et tout ça, je le fais. Mais par contre, je diffuse aussi les informations dans le monde du militantisme. Ça, je le fais, ça fait déjà quelques temps que je le fais. Et les gens qui font pas de l'informatique, qui sont pas anglophones, les mecs qui me remontent ça, les mecs, ils me disent, c'est pas en français ton truc, ça me fait chier, quoi. Je comprends pas l'anglais, j'ai pas envie. Voilà. Donc il va falloir qu'on fasse le multilangage en priorité juste après. Et après, la petite gestion d'erreur, j'ai déjà démarré, donc il faut juste qu'on le fasse bien, quoi. C'est quoi Minayo? Fais voir. Object Storage, machin. Minayo. Minayo. Ça tourne sur Kubernetes, c'est ça? Ça tourne sur Kubernetes, donc faudrait que j'installe un Docker host qui supporte Kubernetes ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, mais tu vois, même ça, enfin, tu vois, même sur une Raspberry, franchement, je fais un petit nœud Node. Ouais, oui, je peux le host, ouais, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Et puis ça grosso modo, ça interagit en S3, c'est ça? Ouais, en termes d'API, on est directement en API S3, donc ouais, 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 ça c'est pas mal parce que moi après j'expose, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, à la limite, je commence en S3 classique sur le tiers payant, je me fais un compte là où je dois en avoir un, je sais plus, je fais un compte S3 gratos pour stocker ça vite fait. Comme ça part chez S3, chez AWS. Comme première techno, et puis le jour où on se rend compte qu'on a. Et je mets un quota sur le tiers payant, il faut que je regarde au niveau AWS si je peux mettre un quota, on se fera peut-être une session AWS, comme ça pour ceux que ça intéresse de voir comment on utilise S3. Même moi, enfin, je connais, mais je n'ai pas énormément utilisé, on va dire. Je connais voilà, de nom. Je connais de nom, je vois le principe, machin, parce que je viens du monde de l'infra, donc je connais, mais donc voilà, on peut regarder ça. Et puis je regarde si on peut mettre un quota, au moins pour pas dépasser le tiers payant. Et puis quand on a atteint le quota, le truc il va planter parce qu'on pourra plus écrire dessus. C'est pas grave. Et puis moi après et puis le truc que je vais développer aussi rapidos, vu que j'ai deux adapteurs identiques, hein. Je rappelle, je vais avoir un adapteur S3, je vais avoir un adapteur S3, S3 AWS et je vais développer un adapteur S3 privé, tu vois, pour ma Raspberry. Et bah, vu qu'on a deux contrats d'adapteurs S3, et bah, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire le petit développement en plus pour faire une migration, en fait? Vu que je suis développeur et que j'ai deux contrats que je connais très bien, qui sont maîtrisés, je peux très bien développer un petit outil de migration pour dire bah, que je veux passer de mon S3 chez AWS à mon S3 local. À partir du moment où mes deux adapteurs sont fonctionnels au niveau des tests d'intégration, en fait. Donc ça, on verra. On va voir ce qu'on fait. De toute façon, ça va être la prochaine étape. Donc ça se trouve, on va attaquer ça cet après-midi pour faire déjà le premier adapteur S3 et puis on va le développer en approche. C'est comme ça que je l'ai fait. Comme ça va vous intéresser. Si vous voulez savoir comment on développe un adapteur de prod, là, je l'ai pas fait pour mes adapteurs Svelte. Franchement, mes adapteurs Svelte, mon Notify, c'est comment je mets à jour un store. Je vais pas m'amuser à faire un test d'intégration pour ça. On va arrêter les conneries. On va se calmer sur ces trucs-là. Mais par contre,
Mes adapteurs, mon adapteur là, mon fake bangerang, il a pas mal de méthodes, machin. On va jouer avec des fichiers, enfin, on va jouer avec des API S3. Ça, on va faire un TI là-dessus. On va faire des TI. On va faire une test suite spécifique d'intégration pour cet adapteur de type fake, de type S3. En approche test after en fait. On va faire ça va pas être du TDD, ça va être du test after. Donc ça veut dire qu'on a déjà la test suite qui est déjà complètement faite. On sait ce qu'il faut tester. Il faut juste qu'on fasse en sorte que les tests passent en fait. Donc ça va être du test after. Dans le principe, on aura les TI qui sont déjà établis. J'en parlerai tout à l'heure. Je suis en train de commencer à cramer du gaz sur ces sujets-là, alors qu'on n'en est pas là pour le moment. Il faut encore qu'on termine lui, puisque là, si je reprends en fait où est-ce qu'on en est en fait par rapport à ce matin, en fait, on a validé ça. On a validé ça. Là, il est midi 10. Il nous reste à valider le SSR. Donc en fait, on va faire ça cet après-midi. On essaye de faire en sorte que le SSR sur une revendication fonctionne. Pourquoi c'est indispensable le SSR? C'est qu'une fois qu'on aura notre persistance, l'avantage, c'est que là, quand je recherche une revendication, je sélectionne la revendication qui m'intéresse. Elle m'intéresse vraiment. J'ai envie de la partager parce que c'est, ça me prend, voilà, ça me prend, c'est un sujet. Le lorem ipsum, c'est mon truc, tu vois. Et donc, cette revendication-là, je clique ici pour la partager. C'est copié dans mon presse-papier. Je vais sur Facebook, je vais sur YouTube, enfin, je vais sur les réseaux sociaux, machin. Je la partage même en SMS, parce que c'est une URL. Donc après, ce qu'il faut là, c'est que ça marche, ça. Voilà, c'est que quand je copie ou quand je clique sur l'URL, il faut que ça marche. Et là, le problème, c'est que ça marche pas. Le SSR, la fonctionnalité de SSR ne marche pas. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on règle pour cet après-midi. Et une fois qu'on a réglé ça, normalement, on a toute l'application Bangerang qui est OK, qui est prête pour qu'on fasse le petit développement back-end, en tout cas, le développement de la persistance. Le code va sûrement rester dans le code client pour commencer. Et donc, on va juste faire en sorte qu'on gère ça au niveau des secrets pour pas mettre les identifiants, les creds, les merdiers, ou les signatures, on va pas les mettre en clair. Voilà. C'est pour ça qu'en général, on utilise un back-end pour ça, c'est parce qu'on veut que les clés d'infra, enfin les clés d'autante, de décryptage, de merdier, on veut pas que ça traîne dans le code front, parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui ait les capacités de scanner la mémoire pour récupérer les variables du runtime dans le navigateur, il va piquer les clés, il va faire le con avec. Donc là, dans l'idée, c'est moi, je vais faire un compte de test. Je fais un compte de test sur AWS juste pour le délire, avec un truc gratuit. Je vais mettre de la sécurité double autant dans tous les sens pour éviter que si quelqu'un me pique les creds ou je sais pas quoi, si le mec il arrive à scanner la mémoire et qu'il me pique des signatures à la con, moi je mets de la double autant pour être sûr qu'on me fasse pas une usurpation de compte chez AWS et qu'on me crame 500 euros, 500 euros de S3 dans la gueule, quoi. Mais par contre, pour le commun des mortels, qui n'est pas développeur, qui ne sait pas scanner la mémoire, etc., ça marche. Ça marchera pour lui. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut être sûr qu'au niveau AWS, ça encaisse les API S3 quand on va bombarder un peu et qu'il y aura 500 personnes qui vont vouloir revendiquer en même temps. Mais le jour où on aura 500 personnes qui vont vouloir revendiquer en même temps, déjà, AWS, il va faire 500 personnes, mais je m'en bats les couilles, ça va marcher direct. En plus, on va essayer d'avoir une approche un peu agrégat, machin. On va pas créer un seul fichier à terme, on va créer des mini-fichiers par revendication, ce qui fait qu'en termes de lecture-écriture, on pourra avoir de la concurrence bien comme il faut au niveau des API. Et surtout, euh, 500 personnes qui touchent à un fichier S3 pour faire une petite écriture de merde dans un JSON, c'est pas ça qui va écrouler un bucket S3. Ou même une API en mode fichier, c'est pas ça qui va l'écrouler, quoi. Donc, et puis le jour où j'aurai 500 personnes qui vont revendiquer en même temps, ça sera un bon problème, on va dire. Hein. C'est pas ça.
on aura déjà vécu de belles choses le jour où on aura 500 personnes qui vont vouloir revendiquer en même temps. Ça veut dire qu'on aura peut-être 10 000 personnes qui vont revendiquer dans la journée. Ça veut dire qu'on a 10 000 utilisateurs. Le jour où on a 10 000 utilisateurs, on est content. On est super content. Allez, je vous laisse là. On est quoi là? Ça fait 50 minutes qu'on enregistre, donc voilà, très bien, midi et quart. On va faire la petite pause. J'espère que cette session vous a plu. Que la petite discussion sur ce qu'on prévoit de faire au niveau technique, machin. C'est pas arrêté, hein. Tout ce que je dis là, c'est pas arrêté. Si ça se trouve, je vais changer d'avis dans une demi-heure. L'idée, c'est que on veut commencer par des choses qu'on maîtrise et qui sont simples à faire, qui sont rapides à implémenter, parce qu'on veut une première prod rapide. Et vu qu'on fait de la cleanarchie, on pourra toujours faire un nouvel adapteur qui soit un peu plus élégant, un peu plus sécure, un peu plus haute dispo, un peu plus moins cher, plus performant, etc., etc. C'est l'approche de la cleanarchie. On commence avec un adapteur le plus con possible, de ce que je comprends, et en tout cas c'est comme ça que je l'ai dans ma vision. Et une fois qu'on a passé une certaine étape et qu'on a un feedback qui nous dit attends, t'as des failles de sécu, attends, c'est lent, attends, c'est sur AWS, les GAFAM, machin, tout ce que tu veux. Bah là, quand les mecs vont nous faire un feedback qui dit c'est de la merde, ou qu'on se fait notre propre feedback qui disent ce truc-là c'est de la merde, et ben on va mettre la priorité dessus pour le changer. C'est l'idée. Et donc bah là, pour le moment, on va faire un truc un peu merdique mais qui fait le café, parce que pour commencer, c'est déjà très bien. Et comment je rentabilise quand j'ai 10 000 utilisateurs? Alors ouais, euh, il n'y a pas de rentabilité de facto sur Bangerang. Bangerang, c'est un projet open source et gratuit. Voilà. De base, sur l'aspect rentabilité, c'est pas le sujet. Par contre, le jour où je vais consommer du sto et tout ça, il y a quand même des frais de fonctionnement. Et à terme, je kifferais, c'est pas obligatoire, mais je kifferais avoir, en termes de coût de fonctionnement de Bangerang, la capacité de moi me rémunérer pour du temps plein sur Bangerang. C'est-à-dire, j'aimerais bien pouvoir passer un temps plein sur Bangerang, ça me ferait kiffer, ça serait. Et même d'autres développeurs, c'est-à-dire que même toi, si tu as envie de développer sur Bangerang et que Bangerang arrive à avoir un budget développeur, hein, pour que des développeurs puissent me rejoindre et participer et être rétribués sur le développement de Bangerang, parce que c'est un projet qui te tient à cœur et parce que tu sens que tu peux être utile et que tu peux faire avancer, bah, genre développer l'adapteur S3, là par exemple, tu vois. Moi, ça me ferait kiffer, tu vois, si moi, à un moment, c'est ma structure, on va dire, qui récupère les fonds, ou une autre, une asso, enfin, on s'en fout, tu vois, c'est même pas moi. Mais si on me dit c'est pas à moi de gérer ça, bah, on définit qui doit gérer ça, tu vois. Mais l'idée, c'est que ce soit fair play et qu'on ait une juste rétribution des choses par rapport au travail effectué, tu vois. C'est que des gens puissent vivre de ce projet-là, pour que des gens puissent avoir de la démocratie directe, ça serait top, tu vois, et quelque chose d'évolutif, etc., etc. Euh, Moi, j'aimerais bien que à terme, Bangerang Bangerang va avoir des centres de coûts. Et aujourd'hui, moi, le centre de coûts, c'est moi qui développe 2 jours par semaine, mais ça, c'est moi qui me le prends sur mes propres centres de coûts, puisque je suis freelance. J'arrive à dégager 2 jours par semaine de mon temps de freelance pour faire un projet personnel, c'est-à-dire que là, c'est pas du temps de ma boîte, c'est pas ma boîte là qui développe à l'instant T, c'est moi, Ben, qui fait une initiative personnelle et qui décide de pas travailler 2 jours par semaine pour un projet, pour ma boîte. Je suis pas dans ma boîte, je suis moi tout seul. J'utilise 3 ressources et demie de ma boîte au sens où j'utilise mon PC pro pour faire du truc perso et j'utilise mon DNS de ma boîte pour avoir au moins un DNS pour commencer, tu vois. Mais grosso modo, en ressources professionnelles, je consomme rien. Voilà. Je ne, ce n'est pas ma boîte qui paye Bangarang, si tu veux. Voilà. Grosso modo. Ça, c'est mon histoire personnelle. Si à un moment je veux faire autre chose ou si je. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les 2 jours que je ne passe pas dans ma boîte, les 2 jours que je passe sur Bangerang, c'est des jours que je ne passe pas à faire du chiffre d'affaires pour ma boîte. Donc ça, c'est là où je dis qu'aujourd'hui, je suis capable au niveau de ma trésor, j'ai préparé tout ce qu'il fallait et j'ai fait mon business plan, si tu veux, de l'année 2021 pour me dire qu'aujourd'hui, jusqu'à mi-juillet,
jusqu'à fin juillet, pardon, jusqu'à fin juillet, je peux dédier 2 jours par semaine sur Bangerang. Ça me pose pas de problème, ça met pas ma compta en péril. C'est OK. Voilà. Parce que je me suis démerdé avec mes clients, j'ai réussi à augmenter mon tarif l'année dernière, j'ai réussi à négocier avec eux pour bosser 3 jours par semaine au lieu de 5 jours, etc., etc. Et on verra après. On verra après. Par contre, si demain je veux que Bangerang ne soit pas centre de profit, mais en tout cas qu'il y ait une structure de revenus, voilà, c'est ça, une structure de revenus qui permet non pas de faire du profit, mais au moins d'être capable de rembourser les coûts de développement de Bangerang pour que moi je puisse passer 100% de mon temps et pour que je puisse faire appel à d'autres développeurs et que je puisse payer l'infra, etc., etc. J'ai calculé, ça c'est dans la première vidéo, hein. Si tu sais pas, j'en ai parlé dans la première vidéo, mais je fais un petit rappel. Grosso modo, je l'avais fait au niveau... et c'est dans le code source, hein. Tout ça, c'est dans le code source, hein. C'est au niveau business model. Non, c'est pas le business model, c'est au niveau... T'es où? Ah si, si, si. Alors, je te fais la vue, hein. Je te partage, hein. Vu que c'est important, vu que tu as posé la question, hein, je te le montre. Je vais pas te faire cramer du gaz pour voir autre chose. Il faut juste que je bascule sur la miniature. Voilà. Tac. Là, tu as le code source, tu as un onglet, enfin, tu as un répertoire doc, un répertoire à l'intérieur market, et tu as business model. Et là, je te fais une vue markdown du business model, qui est la vue normalement que tu vas avoir sur GitHub, qui n'a pas été changée depuis le début que je l'ai fait, hein. Ça a été fait pendant les premiers jours. Et donc, tu as un link canvas qui se trouve ici, qui a tout ce qui explique comment c'est la structure de coût, comment c'est le revenu, etc., etc. Et moi, grosso modo, les centres de revenus que je vise pour Bangerang, j'en ai identifié 3, grosso merdo, avec une que j'apprécie particulièrement et 2 que j'aimerais fortement éviter. Ouais, bah, c'est pour ça que je dis que mes vidéos de Bangerang ne sont pas que du dev logiciel, c'est du développement produit. Et attention, je suis pas un expert de ces trucs-là, justement. À la base, je suis un dev back-end qui fait de la merde H24. Euh, et donc, je me suis dit, je vais développer Bangerang en ayant une approche produit. Donc, les premiers jours, j'ai pas développé du tout. Il y a que à partir du jour 6 ou jour 7 que j'ai commencé à développer quelque chose, à faire du code. Ce que j'ai fait pendant les 6 premiers jours, c'est business model, vision produit, qui je suis, quelles sont les niches que je pense, qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi j'aime faire ça, etc. Donc les vidéos sont longues, mais ça explique toute la vision produit, donc forcément, il faut causer un peu, quoi. Et donc j'explique chaque étape. Et puis c'était les premiers jours où j'ai commencé à me filmer, donc j'étais un peu... puis je parlais à une caméra, quoi, si tu veux. Donc en termes d'interaction, c'est compliqué. Mais grosso modo, voilà, j'explique chaque élément dans l'état d'esprit dans lequel j'étais début janvier, grosso merdo. Et donc j'étais chaud. J'étais chaud pour faire ce produit-là, et puis je me mouille en faisant ça, puisque c'est un produit démocratique, où je dis grosso modo, chaque individu va vouloir récupérer un pouvoir identique, donc tous ceux qui ont un argument d'autorité, etc. Donc tu vois, le monde professionnel, le monde machin, enfin, moi je me mets en danger par rapport à ma clientèle en voulant développer ce genre d'approche. Dans le monde de l'IT, on n'est pas dans un monde de bisounours où on aime la démocratie. Enfin, je l'ai pas, en tout cas, je l'ai pas vu beaucoup. J'ai pas vu beaucoup ce genre de valeur. Ouais, mais tout le monde enfin, justement, regarde les ateliers de comment trouver sa niche. Je me suis appuyé des travaux de Anthony Huckmes qui fait le podcast Mature Dev. Je trouve super bien, c'est un Belge qui fait un bon boulot là-dessus. Et en fait, j'ai repris une méthode qu'il a partagée gratuitement pour identifier sa niche, identifier ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse pas, sur quoi on est compétent, sur quoi on n'est pas compétent, et ça te permet d'identifier des niches pour essayer de te faire un projet perso sur lequel tu vois ce que tu veux faire et avec quelle niche tu veux travailler. Donc moi, j'ai identifié 3 niches. C'est pour ça que je partage aussi avec vous, c'est que pour moi, je pense que Bangerang peut être intéressant pour les développeurs, pour les équipes de développement,
c'est pour les équipes qui veulent mettre en place un peu de la démocratie dans leur prise de décision. Donc les équipes agiles, qui à un moment se font des guéguerres d'autorité, de point de vue, de machin, bah non, fais un vote. Fais un vote. Si tu vois qu'il y a 50-50 et que tu as décidé que non, il faut quand même avoir un consensus un peu général à 80% de gens qui sont pour, bah tant que tu n'as pas atteint les 80%, tu décides pas. La décision n'est pas prise. Ça nécessite d'argumenter, ça nécessite machin. Et le mec qui est timide dans son coin, qui n'ose pas parler, mais qui a, enfin, tiens, il a des trucs à dire. Il pense aussi, le mec. C'est pas parce qu'un mec est timide qu'il pense pas. Le mec, c'est juste que voilà, il n'est pas habitué à défendre son beefsteak et tout ça. Il aime pas l'agressivité quand t'as des mecs qui ont des arguments d'autorité ou des arguments agressifs ou tout ce que tu veux. Le mec, s'il dit qu'il est contre parce que tu ne l'as pas convaincu avec ton discours hyper bien rodé, machin, de vendeur de vendeur de bagnole, tu vois. Bah, le mec, s'il dit qu'il est contre, il est contre. Voilà. Et donc, tant que tu n'as pas atteint le quorum minimum pour ton équipe, ça peut être utile. Tu vois, c'est pour ça que je dis Bangerang peut être un outil intéressant en termes d'early adopters au niveau des équipes agiles, en fait, grosso modo. Et qui veulent, c'est-à-dire, c'est beaucoup sur les arguments d'autorité, c'est beaucoup sur les arguments techniques, d'architectes, de machin, sur les prises de décision. Ok, il en faut, mais c'est juste de l'argumentaire. Par contre, tu peux définir qu'on utilise Bangerang comme outillage, on va dire, démocratique, mais la démocratie, c'est grosso modo chacun vote, et les votes en plus sont anonymes, tout ça, ce qui fait que ça te protège. Si tu dis que t'es contre ou tu dis que t'es pour, au moins t'es anonymisé, et donc voilà, ça te protège dans ta prise de décision. Enfin, après, faut tester dans le boulot, quoi, au jour le jour, mais je trouve ça intéressant. Et grosso modo, tant que t'as pas atteint le quorum, ça veut dire qu'il faut continuer à discuter. Donc t'as pas atteint un consensus. Le but, c'est pas que t'aies 100% des personnes qui soient pour. C'est pas à moi de dire qu'il faut atteindre ça. C'est à chaque équipe de définir quel est le niveau minimum de quorum à atteindre pour que la décision soit viable, en fait. Et vu qu'en plus on peut changer d'avis, une décision qui a été prise la veille peut changer parce que l'avis d'une équipe évolue, parce qu'on fait des erreurs, parce que tout ce que tu veux. Voilà, si un jour, j'en sais rien, en France on dit euh, une connerie bien sale, tu vois, un truc genre, j'en ai dit dans d'autres vidéos, mais j'en sais rien. La France est un pays raciste, tous les étrangers dehors. Tu vois, ça c'est un truc qui me débecte. Si la France remonte ça, ben un jour peut-être que la France va se rendre compte qu'elle a fait une erreur par rapport à ça, et donc elle aura l'occasion de changer d'avis, tu vois. C'est qu'un exemple, hein. Tout ce que je dis là, c'est que des exemples. Il n'y a aucun parti pris sur ce genre de délire. Enfin, si je t'ai dit mon parti pris, c'est que je trouve ça totalement dégueulasse. Mais le fait qu'on le sache et le fait que le nombre soit visible, qu'une communauté, j'en sais rien, que 20% des Français sont racistes ou de ce genre de délire, moi, quand je vois réellement ce chiffre-là, ça me rend dingue et donc ça me donne envie de militer contre ce chiffre. Je vise pas les personnes, je vise les chiffres de ce genre de truc, tu vois. Euh, Et donc, ce truc-là peut intervenir sur un truc aussi large qu'un pays ou que le monde entier, etc. Mais en même temps, ça peut intervenir sur des petits pôles d'activistes, des petits pôles d'équipes dans le monde du boulot et dans le monde des développeurs. Parce que dans le monde des développeurs, normalement, quand on fait de l'agilité, tout ce qu'on veut, machin, si on respecte le manifeste, on est une équipe auto-organisée. C'est pas quelqu'un au-dessus qui va nous... À la limite, le mec au-dessus, c'est-à-dire le sponsor, le mec qui a le budget pour donner de la thune à l'équipe, euh, bah, la seule décision qu'il a, c'est qu'il donne la thune ou pas, quoi. C'est est-ce que je te sponsor, est-ce que tu fais du bon boulot, est-ce que l'équipe est performante, et donc est-ce que je t'accorde du budget? Voilà, tu donnes le budget ou tu donnes pas le budget, et c'est tout. Arrête de. Donne-moi un objectif, donne-moi une vision produit, et laisse-moi bosser, laisse-moi faire mon truc, tu vois. Ça marche, à toutes. De toute façon, j'avais dit que j'arrêtais. De toute façon, j'avais dit que j'arrêtais. Euh, Je sais plus si j'ai... Ouais, en plus, j'ai continué à enregistrer. Donc, on reprend tout à l'heure. Là, il est 12h30. On reprend à 14h. Et on en reparle si tu veux. On en reparle si tu veux sur cet aspect-là. C'est un truc, je trouve que c'est important. Parce que si on ne sait pas à quoi c'est Bangerang, ouais, ok, le mec, il fait 3 votes, machin. Bah non, il faut comprendre derrière les implications d'utiliser ce genre de plateforme. Je trouve ça important. Donc, je mets la petite pause. Donc là, on reprend à 14h. Donc le stream continue, hein, c'est juste que là, pendant 1h30,
Vous avez un écran de pause. Et bah, pour YouTube et tout ça, j'espère que cette session vous a plu. J'espère que la petite explication à la fin, bah, ça vous a plu aussi. Si vous êtes pour ou si vous êtes contre mon avis, dites-le. Venez rejoindre le stream, faites-moi un commentaire, machin. Dites que je raconte de la merde et puis on voit. Faites-moi du feedback sur ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est à la fois pour faire apprendre aux développeurs comment je bosse, enfin faire apprendre et puis même que les gens m'apprennent. Hein. C'est des sessions de revue, de pair programming, comme on veut. Mais aussi, c'est à vocation des personnes, des audiences qui peuvent être intéressées par Bangerang et qui veulent voir comment je bosse et pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Allez, je vous laisse. Des gros bisous, prenez soin de vous. À plus. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao.